Vous avez la parole. Vous m'avez posé la question sur la situation très précise des décès dans les EHPAD. C'est une situation effectivement très difficile où la remontée des informations est arrivée trop tard, ou en tous les cas tardivement dans notre capacité de surveillance. Et donc le système qui est habituellement utilisé, qui est un système qu'on actionne en période de grippe, donc qui permet de rapporter aux agences régionales de santé ce qu'on appelle les cas groupés d'insuffisance respiratoire, donc en lien potentiel avec le Covid dans cette situation-là. Ce système-là n'a pas montré son efficacité suffisamment tôt, et il faut reconnaître qu'on a été pendant une certaine période sans information suffisamment documentée pour pouvoir sans doute prendre des mesures de gestion et une très importante évidemment est le test des personnels et des patients. Le système a été revu, il a été revu dans la deuxième quinzaine de mars. Il est aujourd'hui complètement fonctionnel effectivement pour faire remonter les décès. Il nécessite encore d'être amélioré, c'est certain, pour permettre de mieux décrire ces décès, pour mieux décrire aussi les causes de décès. Mais ce système-là, il a aujourd'hui l'importance très grande de pouvoir alerter dès le premier cas identifié. Parce que c'est dès le premier cas identifié qu'on peut alerter et mettre en place des mesures de gestion qui permettent évidemment de prendre en charge l'ensemble des pensionnaires et des résidents, pardon, et de aussi prendre soin d'eux et prendre les mesures de gestion nécessaires. Progressivement, on est en mesure du coup de consolider l'évolution de l'épidémie sur le plan des décès en prenant en compte à la fois les décès de patients hospitalisés, mais aussi en EHPAD qui n'auraient pas été hospitalisés, et de permettre de disposer de ces données. Il est tout à fait vrai que le système a sans doute eu, en termes d'exhaustivité pendant un certain temps, un certain nombre de failles qu'aujourd'hui, qui a priori sont corrigées aujourd'hui pour suivre les efforts, et en particulier les efforts de gestion et de tests mis en place dans ces EHPAD. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Joachim Sonneforget, député non inscrit. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Directrice, moi, je souhaiterais un petit peu des explications, parce qu'il y a des contradictions. Sur l'immunité, il y a 3 voies. Monsieur Delfrécy, vous nous dites à juste titre probablement qu'il y a des risques de non-immunité. Et des collègues infectiologues coréens m'ont fait le même retour, que les gens qui feraient des symptômes légers ou peu de symptômes pourraient être encore moins immunisés peut-être. Monsieur Salomon dit que l'immunité développée face au coronavirus semble pérenne selon les premières études. Madame la Directrice nous parle d'immunité collective. Sur les tests, vous nous vendez aujourd'hui une politique de test qui est celle de la Corée, c'est sur base volontaire largement, c'est la technique du professeur Raoult, et alors qu'on sait qu'il y a des ruptures chez Thermo Fisher, chez Qiagen, chez tous les producteurs de PCR. Le président de la République, lui, dit qu'il faut tester que les symptomatologiques. Sur le traitement, vous nous dites d'être prudent sur l'hydroxychloroquine, qui ne vaut pas mieux que le reste. Les marchés ont l'air de dire le contraire, puisqu'ils disent que l'espoir sur le Kaletra a baissé autant que le cours de l'action d'Abvi, et que le cours de Gilead hésite, notamment avec un New England Journal qui montre des effets secondaires de 60% sur un essai contrôlé à rien. Et de l'autre côté, moi j'entends sur les questions des masques et des EHPAD, Madame la Directrice, sur les EHPAD, je suis un peu furieux, j'entends vos excuses sur le logiciel qui ne fonctionne pas, mais ça fait 1% de la population des EHPAD français qui est décédée. Donc, il faudra plus que des excuses. Et sur les masques, j'ai une question très simple. Vous parlez de 2,25 milliards. Moi, j'ai eu la main sur les prix de certains de vos fournisseurs. Il y a des tarifs honteux. J'espère que vous ne les avez pas achetés à ce prix-là, parce qu'aujourd'hui, les industriels qui commandent par centaines de millions, ils arrivent à avoir, avec des incoterms en CIF Paris, des choses de l'ordre de 30 centimes, 40 centimes maximum. Et c'est déjà 5 fois plus cher que ce sont les cours du marché habituel. Donc, on veut des réponses sur les prix auxquels vous avez acheté les masques, parce qu'il s'agit de milliards et au moins de plusieurs centaines de millions d'euros. Merci beaucoup.
Alors, vous me posiez la question sur l'immunité populationnelle et l'immunité collective. Bon, on en a déjà largement parlé. Je voudrais quand même que vous ne soyez pas non plus totalement omnibilé par cette affaire d'immunité collective. On vous donne complètement ce qu'on sait avec Madame Chen, hein, c'est-à-dire sur la notion d'immunité populationnelle, c'est-à-dire le pourcentage de Français qui ont des anticorps après cette première vague, entre guillemets, et on vous a dit que c'était des résultats très préliminaires, qu'il y avait des différences régionales, qu'il y avait des différences qu'on ne comprend pas encore totalement, donc l'histoire n'est pas totalement claire encore, mais qu'on est plutôt autour de 10%. Alors, question posée, est-ce qu'il faut vraiment attendre les 50% pour avoir une immunité populationnelle suffisante? Eh bien, je vais vous dire, je ne sais pas. Voilà. J'ai droit aussi à ne pas savoir, je ne sais pas. Et je m'interroge, je mets l'ensemble des équipes qui sont à notre disposition. Je regarde ce qui se passe, tout simplement. La Chine, qui pourrait finalement, qui sort avec une immunité populationnelle à peu près du même ordre. Hein. On a une très bonne expérience de Chinois de Hong Kong qui étaient à Wuhan au moment des événements et qui ont voulu rentrer à Hong Kong après les événements. Et évidemment, les gens de Hong Kong ont dit « Oh là là, attention, on vous teste tous », à la fois en termes de PCR et d'anticorps, et ils se trouvent avec une immunité populationnelle de 7%. Bon. Donc vous voyez qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres. Et je ne vois pas non plus de deuxième vague massive en Chine pour l'instant. Mais inversement, on est trop court. Hein, on est trop court. Et on voit également, par contre, de l'autre côté, que le pays qui est souvent cité comme un pays modèle, comme étant ayant utilisé de très nombreux tests, ayant eu le tracing à Singapour, eh bien, vous avez vu les dernières données à Singapour qui montrent qu'après avoir levé une certaine forme de pression, ils ont de nouveau une bouffée, entre guillemets, de reprise et ils ont immédiatement ciré les boulons. Hein. Donc on va probablement jouer pendant une longue période à libérer un peu, resserrer, libérer, resserrer, en attendant qu'on ait un certain nombre de médicaments possibles à notre disposition. Donc, mais faudra-t-il atteindre les 50%? Je ne sais pas. Et j'aimerais pouvoir vous répondre. Je ne sais pas. Ce que je vois aussi, je vous l'ai indiqué, c'est on arrive dans l'été, qu'il est possible que ce virus soit en partie sensible quand même à certains aspects climatologiques, hein, qui pourraient jouer un rôle. Et que par contre on se retrouve d'ailleurs en septembre avec de nouveau une bouffée épidémique plus importante. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus qui font que la stratégie doit être vraiment étape par étape. Et avec, je le répète, hein, c'est vraiment pas pour, je dirais, jouer à quelque chose là. Beaucoup d'humilité scientifique. Beaucoup d'humilité scientifique. Merci, madame. Sur 3 points. Le premier, sur en particulier le rapport qui a été mentionné dans Mediapart. Ce rapport, il est public depuis mai 2019. Il s'agit d'un rapport qui fait un certain nombre de recommandations, en effet, dans la situation de préparation de la pandémie grippale. Il est public comme tous nos rapports. Et d'ailleurs, ça me permet de souligner que dans un certain nombre de travaux qui ont permis d'apprécier la différence qu'il pouvait y avoir entre l'épidémie actuelle et une épidémie de grippe habituelle. Un des premiers travaux qu'on a fait de projection du nombre de cas est sans doute extrêmement sous-estimé. Donc là encore, il faut être extrêmement humble à partir des premières données dont on disposait en janvier et début février, montrer que cette épidémie, si on applique les informations connues à Wuhan, disons dans le mois de février, dans le premier mois de février, à la situation ou à la démographie ou aux caractéristiques de la population française, eh bien, on a dans un scénario entre guillemets le plus favorable, mais c'est difficile de parler de cette manière-là, un nombre de cas graves et de décès qui ressemble à une épidémie de grippe un peu grave. En revanche, dans une situation de type Wuhan ou province
du roubeil, on a une situation qui est bien au-delà de la pandémie grippale. Autrement dit, et donc ça aussi c'est un rapport public, autrement dit, ce que l'on vit est tout à fait exceptionnel, et donc on ne peut pas tout à fait se rapporter complètement à la préparation de pandémie grippale qui a eu lieu à titre tout à fait normal. Mais simplement, aujourd'hui, la crise qu'on vit, elle est exceptionnelle, elle est inédite et évidemment, en plus, elle a profondément affecté un certain nombre de relations et de productions à l'international, et en particulier les masques, puisque, comme vous le savez, une grande partie de la production venait précisément de Wuhan. Il y avait des stocks de l'État, et c'est le télétravail dont on comprend un certain nombre de signaux. Et donc on apprend aussi tous les jours. Simplement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les commandes massives sont en cours, et précisément pour surmonter cette crise. Donc ça, c'est 2 points sur les rapports disponibles publics. Et sur les prix, alors sur les prix, c'est un sujet sensible. Aujourd'hui, et en ce moment même, les négociations continuent pour acquérir des masques sur instruction de l'État. Donc évidemment, on ne peut que, et on est bien entendu, l'ensemble de l'appareil d'État est bien entendu sur cette idée-là. On ne peut tenir et être bien entendu extrêmement attentif à ce que l'argent public soit utilisé le plus rigoureusement possible. Simplement, dans la situation de tension que vous connaissez, les prix, eh bien, ils sont en effet ceux que vous mentionnez, et autour dans des moyennes que vous mentionnez, 0,40, 0,50 centimes. Mais c'est un sujet extrêmement sensible, et il faut comprendre aussi que l'on protège d'une certaine manière la qualité des négociations et la poursuite des négociations précisément dans les meilleures conditions. Et les tests... Oui, j'avais une question, je n'avais pas répondu tout à l'heure, sur la mutation du virus. Je ne sais plus qui me l'avait posé. Écoutez, c'est un virus qui, contrairement à ce qu'on dit, mute à des petites mutations quasi permanentes, hein, et elles sont extrêmement fréquentes. Ça a été bien analysé. Il y a une série de laboratoires qui travaillent là-dessus, mais il n'y a pas de mutation majeure, hein. C'est-à-dire que si on prend le virus qui a été isolé en Chine, comme l'a rappelé Geneviève Chen, très rapidement dès début janvier, et qu'on regarde ensuite ce qui se passe en Italie ou en France, c'est pas tout à fait le même virus, mais c'est un virus qui n'est pas non plus complètement différent. C'est-à-dire une série de micro-mutations, mais pas de mutations majeures. Et on n'a pas trouvé, contrairement, il y avait un ou 2 papiers qui initialement allaient dans ce sens, mais ça n'a pas été confirmé, de liaison entre une forme particulière d'un virus et les formes graves, par exemple, hein. On aurait pu imaginer que ça soit un virus muté. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de signe dans ce sens-là. Donc ça, c'est plutôt un point positif, ces mutations, je dirais, minimes, mais pas majeures. Il faut quand même qu'on se raccroche à quelques points positifs.